aujourd'hui pour vous, mais pas que. Soyez les bienvenus, chers amis, sur l'antenne de Radio Boris avec sa première émission. Et la jeunesse y est à l'honneur. Une belle équipe pour une émission passionnante, pleine de promesses. Découvrons ensemble notre jeune équipe très motivée. Bonjour Castille. Bonjour Betty. Bonjour Maïssa. Bonjour. Bonjour Paul-Émile. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Clotilde. Bonjour. Bonjour Athénaïs. Bonjour. Bonjour Augustin. Bonjour. Et très cher public, notre émission Les Livres Enchantés est prête à vous faire voyager en lecture et musique, dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire, à la rencontre des personnages. En indicatif, vous écoutez Teen Wolf Blues avec Boris Vian et l'orchestre de Claude Abadie. Claude Abadie qui fête ici même, à Ville d'Avray, ses 100 ans au festival. Jazz à Vian avec son ten-tête pour un ultime concert le 19 janvier 2020. Pour nous quitter le 29 mars 2020. Et maintenant, Augustin nous invite au temps du roi Soleil. Je vous propose d'écouter Sganarelle dans la pièce de Molière, Le médecin malgré lui. Édition Nouveau Classique Larousse, Paris 1965. Molière dont nous fêtions les 400 ans 1622-2022 et cette année la disparition il y a 350 ans en 1673. Mais revenons à notre personnage, Sganarelle. Après une querelle avec sa femme Martine, qui l'a violentée, celle-ci décide de se venger. Alors qu'il est un peu chaviré par le vin, il rentre chez lui. Deux compères parviennent à le convaincre qu'il est un excellent médecin. Je vais maintenant vous lire Acte 3, scène première. Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui l'apprendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car, soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. La méchante besogne ne retourne jamais sur notre dos. Et nous taillons, comme il nous plaît, sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'envoie se plaindre du médecin qui l'a tué. Après cette lecture, je vous lis dans l'acte 3, la scène 6. Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés de son père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut, avec 2 drachams de marticomune en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède. Mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre, et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez faire un petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j'en tiendrai ici son père. Mais surtout,
Ne perdez point de temps. Au remède. Vite. Au remède spécifique. Vous écoutiez Pavane des saisons, naturellement, de Jean-Baptiste Lully. Athénaïs, vous nous emmenez au XVIIIe siècle, sous Louis XV, je crois. Oui, mais aussi de retour sur Radio Boris et les livres enchantés de la médiathèque Boris Vian de Ville-d'Avray. Et maintenant, entrons dans la grande porte avec Elisabeth, princesse à Versailles dans Le secret de l'automate, un livre de Annie Jaille, illustré par Ariane Delrieux, aux auditions Albin Michel Jeunesse, Paris, 2015. Nous sommes en 1774. Elisabeth est la petite sœur du futur roi Louis XVI. Un peu sauvage et rebelle, elle se sent seule au château. Heureusement, elle va devenir inséparable d'Angélique, la fille de sa gouvernante. Ensemble, elles devront résoudre une grande énigme. Comment retrouver la Dame à la Rose, un prestigieux tableau qui a disparu depuis plus de 30 ans. Pour les aider, elles pourront compter sur Théo, le jeune page. Versailles 1774, Salon du Roi. Madame de Marzan salua le roi Louis XV d'une profonde révérence. « Sire, lui dit-elle, je n'en peux plus. Madame Elisabeth, votre petite fille, est insupportable. » Le vieil homme leva péniblement de son fauteuil, sourcils froncés, sous sa perruque, poudrée. Depuis quelques jours, il se sentait très fatigué. Quelle bêtise a-t-elle commise cette fois ? À 10 ans passés, elle est incapable de faire une simple multiplication. Cette effrontée m'a affirmé que cela ne lui servait à rien. La gouvernante, grande et sèche, reprit en relevant le manteau. Vos autres petits enfants, que j'ai eu l'honneur d'élever, semblaient des anges comparés à elle. Autant sa sœur, Madame Clotilde, se montrait docile et appliquée. Autant Madame Elisabeth Grandieu, quelle peste ! Elle arrêta net sa phrase, se rappelant trop tard que l'on ne pouvait traiter de peste une princesse, même si elle était odieuse. « Sire, s'indigna-t-elle, elle est insolente et d'un orgueil démesuré. À la moindre contrariété, elle entre dans une colère terrible. »« Que souhaitez-vous de moi ?» l'interrompit le roi. « L'autorisation de punir ma petite fille ? Faites-le, à condition de ne pas être trop sévère. Elle a perdu son père alors qu'elle était âgée que d'1 an, et sa mère s'est éteinte peu après. Cette malheureuse est orpheline. J'aimerais de l'aide, sire. Madame Elisabeth ne mange tout mon temps avec ses effronteries. Or, Madame Clotilde vient d'avoir 14 ans. Elle se marie l'an prochain, et je dois la préparer à son futur rôle. Que vous faut-il ? S'impatienta le roi Louis XV. On m'a parlé d'une femme qui faisait des merveilles avec les enfants. Difficile. Il s'agit d'une veuve dans le besoin.
Elle saurait mettre notre princesse au pas. Elle ne désire que 2 choses en échange de ses services. Que sa fille Angélique ait une place à Saint-Cyr et qu'on lui offre une dot pour la marier dans quelques années. Le souverain se frotta le menton de sa vieille main. Il hésita. Madame de Marsan reprit. Madame Élisabeth est destinée à devenir reine d'un grand pays. Seulement, avec son fichu caractère, quel prince voudrait d'elle ? Choqué par ses propos, Louis XV la toisa du regard. Cependant, Madame de Marsan avait raison. Il hocha la tête. Faites venir cette. Il s'agit de Madame de Macco, sire. Merci. Je la convoque aussitôt. Je vous propose la musique de Star Wars. Clotilde, qu'allez-vous nous faire découvrir ? Coucou, oui, de retour sur Radio Boris et les livres enchantés. Nous sommes bien dans la médiathèque borisien de Ville d'Avray. Suivez-moi dans l'univers Roji de Ketsuke Kotobuki, édité par Kiun en Belgique en 2015. Voici la 4e de couverture. Yuzu et Karine sont 2 sœurs au caractère très différent. L'une fofolle, l'autre sérieuse. Entre 2 bagarres pour rire avec les garçons, elles enjolivent le quotidien à coups d'idées, toutes plus farfelues les unes que les autres. Trouver un nouveau foyer pour des chatons abandonnés, débusquer une mystérieuse librairie qui n'ouvre qu'à minuit, ou improviser une piscine sur un toit d'immeuble. Aucun défi ne leur résiste. Toujours accompagnée de Zanzibar, le plus grognon des chats du quartier, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit que le merveilleux n'est jamais très loin. Qui sont les personnages du manga Roji Yuzua Sanada. Son prénom complet est Yuzua, mais tout le monde l'appelle par son diminutif Yuzu. Curieuse et débordante de vitalité, elle n'a peur de rien, sauf des fantômes et des monstres. Elle a tendance à agir sans trop réfléchir aux conséquences, ce qui cause bien des soucis à son entourage.
C'est une grande sportive mais pas une élève très appliquée. Sa gourmandise préférée, c'est la glace. Karine Sanada, la petite sœur de Yuzu. Calme et posée, elle a un caractère diamétralement opposé à celui de Yuzu. C'est toujours vers elle qu'il faut se tourner quand on veut une analyse claire de la situation. Ce n'est pas une grande athlète, mais contrairement à sa sœur, c'est une élève brillante. Kokoro est l'une de ses meilleures amies. Sa gourmandise préférée, le bro. Yuzu. Cette amie d'enfance de Yuzu a toujours considéré cette dernière comme sa grande rivale. Comme elle, il a tendance à foncer tête la première sans se poser de questions et à le regretter aussitôt. Ses amis sont fatigués de le voir sans cesse lancer des défis stupides à Yuzu. Sa gourmandise préférée, tous les plats à base de viande. Zanzibar, le chat de la famille Sanada, impressionnant par sa taille, ce félin aux airs peu commodes, règne en chef absolu sur les chats du quartier. Malgré son caractère bourru, il est aussi capable de faire preuve de gentillesse en veillant sur une portée de chatons abandonnés. Il a l'air d'en savoir beaucoup sur les phénomènes étranges qui se déroulent dans la ville de Kamiziro. Sa gourmandise préférée, le poulet. Si ce livre vous a plu, rendez-vous à la médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray. Je vous propose d'écouter Brave Shine. Salut, c'est Prune. Alors ça continue? Oui ou non? Continuer ou pas?
une, alors ça continue? Oui ou non? Je passe maintenant le relais à Hélène qui nous lira un extrait des Misérables. À bientôt! De retour sur Radio Boris et des livres enchantés, à la médiathèque Boris Vian de Ville-d'Avray. Je vais vous présenter une œuvre de Victor Hugo, plus précisément dans Les Misérables, La mort de Gavroche, édition Gallimard, Coll, Folio, Paris 2000. Qu'est-ce que tu fais là? Dit Courfeyrac. Gavroche leva le nez. Citoyen, j'emplis mon panier. Tu ne vois donc pas la mitraille? Gavroche répondit. Eh bien, il pleut. Après, Courfeyrac cria. Rentre! Tout à l'heure, fit Gavroche. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sur un cadavre qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. Pour la soif, dit-il en la mettant dans sa poche. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent, gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre !» fit Gavroche. « Voilà qu'on me tue mes morts !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. On est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à Palazzo, c'est la faute à Rousseau. Puis, il ramassa son panier. Il remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manquait encore. Gavroche chanta. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. Joli est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'affaissait dans un coin de porte, puis bondissait. Disparaissait, réapparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et emplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour les géants toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande dame venait de s'envoler. Paul-Émile, de quoi allez-nous vous parler? Mais avant, la musique... Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es
sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien guenille avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et bon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et bon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leurs dames. Et pour te rattraper, il leur faut plus l'agenda. On me connaît partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à l'envers, c'est la faute à Voltaire. Et bête t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Paul-Émile sera en mode discrétion extrême recommandée. Bonjour, de retour à la médiathèque Boris Vian de Ville-d'Avray. Paul-Émile, pour partager avec vous les extraits de 2 livres. Alex Rider, le premier tome. Stormbreaker, de Anthony Horowitz, qui en est l'auteur, d'une édition de 2014. Les Autodafeurs, premier volume, de Marine Carteron, édité par Dos à Dos en mai 2014. Commençons par Alex Rider. Ce livre a été écrit par Anthony Horowitz et a été édité par la Librairie Générale Française dans la version que je vais vous lire. Mais l'auteur est anglais, donc ce n'est pas l'édition originale. Voici le résumé. Suite à la mort de son oncle et unique parent, Alex Rider, 14 ans, voit son existence tranquille de collégien londonien complètement bouleversée. Il est enrôlé, contre son gré, par le MI6, les services secrets britanniques. Sa première mission, découvrir ce qui se cache derrière le Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultra puissant. Donc, après que la police a annoncé à Alex Rider la mort de son oncle par un accident de voiture, il trouvait son oncle avant si prudent qu'il trouve la cause de sa mort très étrange et décide de la vérifier en regardant l'épave de la voiture à la casse automobile. Voici l'extrait. Il commençait à regretter d'être venu, mais tout à coup, il la vit. La BMW de Ian Rider était garée à quelques mètres à l'écart des autres véhicules. À première vue, elle paraissait en parfait état. La peinture gris métallisée n'avait pas une égratignure. Il était inimaginable qu'elle ait subi une collision fatale avec un camion ou n'importe quel autre véhicule. Pourtant, c'était bien la voiture de son oncle. Alex reconnut le numéro minéralogique. Il s'en approcha rapidement et découvrit alors que, en effet, elle avait subi des dommages. Le pare-brise avait volé en éclats, ainsi que toutes les vitres d'un côté. Il contourna le capot et se figea. Ian Rider n'avait pas été tué dans un accident. La cause de sa mort était parfaitement évidente, même pour un idiot. Une rafale de balles avait transpercé la carrosserie du côté du volant, éclaté le pneu avant, fracassé le pare-brise et les vitres, perforé les flancs. Alex effleura les trous du bout des doigts. Le métal lui parut glacial. Il ouvrit la portière pour regarder à l'intérieur. Les sièges avant en cuir gris pâle étaient jonchés de petits éclats de verre et maculés de taches brun sombre. Inutile de demander de quelle nature étaient ces taches.
Il n'avait aucune peine à tout imaginer. L'éclair de la mitraillette, les balles criblant la voiture, Ian Ryder secoué de soubresauts sur son siège. Mais pourquoi ? Pourquoi tuer un directeur de banque ? Et pourquoi dissimuler le meurtre ? Puisque c'était des policiers qui étaient venus annoncer l'accident, ils devaient être dans le coup. Leur mensonge était-il délibéré ? Tout cela n'avait aucun sens. Ensuite, nous allons écouter un extrait des Autodafeurs. Ce livre a été écrit par Marine Carteron et a été édité par Dos à Dos en mai 2014. Voici le résumé. Je m'appelle Auguste Mars, j'ai 14 ans et je suis un dangereux délinquant. Enfin ça, c'est ce qu'ont l'air de penser la police, le juge pour mineurs et la quasi-totalité des habitants de la ville. Évidemment, je suis totalement innocent des charges de violence aggravée, vol, effraction et incendie criminel qui pèsent contre moi, mais pour le prouver, il faudrait que je révèle au monde l'existence de la confrérie et du complot mené par les Autodafeurs. Et j'ai juré sur ma vie de garder le secret. Du coup, soit je trahis ma parole et je dévoile un secret vieux de 25 siècles, ce qui n'est pas cool, soit je me tais et je passe pour un dangereux délinquant, qui n'est pas cool non plus. Mais bon, pour que vous compreniez mieux, vous, comment je suis arrivé là, il faut que je reprenne depuis le début, c'est-à-dire là où tout a commencé. Je sens que Maïssa pourrait nous faire transpirer. Mais avant, un peu de musique. Chaque musique est une partie de ma vie. Depuis que je suis parti de la file, la partition à vide, ça sonne faux comme un daron qui tartine sa fiche. Musique est une partie de ma peau. J'ai trop de phrases qui défilent depuis que je suis parti de la file. Mon stylo fait partie de ma paume. Je m'enquille et je m'envole comme le missile Mistral sur la jonquille. On est des tonnes tous avec nos cœurs qui se mitraillent. La plume s'acharne sur la montagne. 6 ans qu'elle escalade, calage des rimes à l'étalage. Et tu te demandes quelle est ce gars-là. La plume a vu la triche. Elle en a vécu rue Bayard. Mais à gare elle pige, elle reste forte, elle sait qu'elle est gaillarde. Elle s'affine et évolue, elle regrette le temps des cassettes. C'est révolu, bien connu que le talent remplit pas l'assiette. Son barillet plein de cartouches d'encre. Rare qu'elle soit sec, elle écrit ses facettes partout. Un seul membre de sa secte, la plume est une arme. Et elle patiente pour l'attentat. Une poète avec une arme, et pour l'album elle attendra. Impossible que le stylophane fasse aux rimes qu'elle inventera. Quand j'écris ce texte, elle est sous cellophane sur le côté de mon avant-bras. La plume, elle veut trouver la sagesse, être libre dans sa tête. La plume, personne n'a entendu ses cris. La plume, quand t'as parti dans les comics par Paris qui lui est cher et ne trouve toujours pas sa chaise. La plume, quand t'as les HS, elle cherche cette situation passagère. Elle s'accompagne d'une cigarette, d'un verre de vin ou d'un café, jusqu'à ce que sa vie s'arrête. C'est dans la zig qu'elle veut taffer. Avec humilité, elle ne sait dire que la vérité, réalité, sincérité sont les valeurs dont elle a hérité. La plume est irritée, elle voudrait pourtant se tirer de là. Hélas, c'est aussi dur de positiver que de tirer l'as. Toujours le cul entre deux chaises, 2 ans plus tard elle remet ça. La plume est toujours passagère, du même auteur et de son message. Elle a toujours mal au faussaire et peur que l'on l'enterre. La plume s'est décrochée des ailes, elle avance donc sans la lanterne. Dans l'ombre d'un soupir, avec lenteur et stratégie. Y'a pas moyen qu'on la soutire, non je crois pas qu'elle apprécie. À l'aube d'une nouvelle page, elle éclaircit ses doutes, n'entend la différence entre ceux qui l'entendent et ceux qui l'écoutent. Mais impossible que le stylophane face aux images qu'elle inventera. Quand j'écris ce texte, elle est sous cellophane sur le côté de mon avant-bras. La plume, elle veut trouver la sagesse, être libre dans sa tête. La plume, personne n'a entendu ses cris. La plume, quand t'as parti dans les comics par Paris qui lui est cher et ne trouve toujours pas sa chaise. La plume, quand t'as les HS, elle cherche cette situation passagère. De retour à Ville d'Avray, médiathèque Boris Vian, dans notre émission spéciale Les Livres Enchantés, sur Radio Boris. Je veux vous parler de sport avec le football raconté aux enfants. L'auteur Benoît Natschi, illustrateur Daniel Dufour, photo, édition de La Martinière, jeunesse, Paris 2007. Je lis la 4e de couverture. Comment raconter le football aux enfants ? Grâce à de nombreuses photos, toutes plus spectaculaires, les unes que les autres. Et texte écrit à la première personne, le lecteur se trouve successivement projeté dans l'action du gardien de but, d'un arrière latéral taclant un adversaire ou d'un attaquant réussissant une reprise de volée.
Les jeunes rêveront à de futurs exploits et plus âgés revivront leurs émotions d'hier. Des pages techniques, des repères, des conseils pour devenir un grand joueur accompagneront les débutants comme les plus confirmés dans leur passion du foot. Benoît Natchi, ancien joueur et entraîneur sportif, évoque son attachement à l'émotion procurée par le sport populaire sans jamais oublier la technique et la beauté du geste. Une nouvelle édition post-Coupe du Monde 2006. Henry, Barthez, Thuram, Vieira, Ronaldinho, Beckham, Zidane, leurs exploits ont enflammé tous les stades du monde et enthousiasmé des millions de spectateurs. Pourtant, eux aussi, un jour, ont endossé leur premier maillot, lacé leurs premières chaussures à crampons avant de fouler en vrai terrain de foot. Instinctivement, ils se sont précipités à la poursuite du ballon vers le but, pour l'envoyer avec une joie sans pareille jusqu'au fond des filets. Et c'est ainsi qu'avant de devenir des champions, ils ont dû apprendre à jouer au foot en imitant les premiers temps, les gestes des plus grands. Commence alors, comme un pianiste effectuant ses gammes inlassablement, un long travail personnel afin d'acquérir technique et attitude. D'abord le ballon, qui a du mal à décoller, poussé par les jambes trop fluettes pour lui propulser de l'énergie nécessaire. Puis le blocage sous la semelle et le renvoi au partenaire par une passe du plat du pied. Vient l'amortir, déjà périlleux puisqu'il faut que la jambe aille à la rencontre du ballon pour ensuite l'accompagner vers le sol. Plus tard, le ballon prend de l'altitude, il faut vaincre sa peur et oser de défier du front. On découvre aussi qu'on possède un deuxième pied, moins habile que le premier, mais qu'il faudra également utiliser. Puis viennent les premiers jonglages, prétexte à défis lancés aux copains ou à soi-même pour améliorer sa performance. Mais attention, l'envie de gagner, la partie ne doit pas faire oublier le respect des règles, de l'arbitrage et des adversaires. Dernière consigne avant le grand jour, celui du premier match. Après une nuit agitée où l'on rêve des plus beaux gestes qu'on se promet de revivre tout à l'heure, devant ses parents émus qui trouveront de toute façon leur garçon ou leur fille formidable. Partons à la rencontre de ce sport, plus pratiqué au monde, et découvrons ensemble dans ce livre les gestes types du bon footballeur, ainsi que la relation privilégiée et la complicité que l'on peut établir avec le ballon rond. L'adversaire est à 25 mètres de ma cage, un peu sur la gauche, entre nous, Vincent de libéraux et mon dernier rempart. L'adversaire essaiera-t-il de dribbler ou de déplacer son bon pied, celui qui fait souvent but. Mon regard est à la fois fixé sur le ballon et les pieds, l'avant-centre est prêt à tout éventualiser. Et le tir part soudain décoché du coup de pied, le ballon est légèrement croisé sur ma droite. En une fraction de seconde, je dois me détendre à 1,5 m du sol, près de mon poteau. Vais-je pouvoir le détourner du bout des doigts ou le bloquer ? Je n'ai pas le temps de réfléchir. Les réflexes et l'entraînement intensif consacrés à cet exercice vont faire le nécessaire. Le ballon reste bien scotché dans mes gants. Ouf! Attention à ne pas le relâcher. On retomba sur la pelouse, car l'attaquant a poursuivi son action avec l'espoir de me voir commettre une maladresse qui, heureusement, n'arrivera pas cette fois-ci. Une petite tape amicale d'un coéquipier pour me féliciter et me concentre déjà pour bien relancer le ballon à un partenaire qui se démarque sur l'aile droite. Écoutez maintenant Waka Waka, c'est Shakira. Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangaligua, porque esto es África. Samina, mina, waka, waka,
porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mina, sankalegua, porque esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sankalegua, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sankalegua, porque esto es África. Porque esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sankalegua, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sankalegua, porque esto es África. Tango, tango, Samina, mina, sankalegua, anawa, tango, tango, Samina, mina, sankalegua, anawa, porque esto es África, porque esto es África. We're all Africa, we're all Africa. Mais oulala, je sens que Casti va nous surprendre. Geronimo Stilton, Le voyage dans le temps, d'Elisabeth Damy et de nombreux illustrateurs. Édition Albin Michel Jeunesse, Paris 2008. Maintenant, je vais vous lire la 4e de couverture. Prêt pour l'aventure ? Montez à bord d'une incroyable machine à remonter le temps et suivez des aventures fantastiques à travers toutes les époques. Parole de Stilton. N'avez-vous jamais rêvé de participer à une course de chars à Rome, au temps de Jules César, de découvrir le secret des temples mayas et de danser à Versailles au temps du roi Soleil? Geronimo l'a fait un soir comme tous les autres soirs, ou presque. Ce soir-là ressemblait à tous les autres soirs. C'était un glacial vendredi d'automne et j'étais restée très tard au bureau. Je suis un gars, ou plutôt un rat, très occupé. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton. Je dirige l'Écho du Rongeur, le plus célèbre journal de l'île des souris. Ainsi donc, je disais que ce soir-là, je rentrais chez moi très tard, vers minuit. J'étais épuisée et n'avais qu'une envie, aller au lit. J'enfilais mon pyjama, m'asseyais dans mon fauteuil, devant la cheminée, quand une sirène de 10 000 mégawatts me perfora les tympans. C'était la sirène d'alarme que le professeur Volt avait installée chez moi pour m'appeler à l'aide à n'importe quel moment. Mes moustaches vibraient de frousse et mes amygdales s'entrechoquaient. Je me levais, mais mon crâne cogna contre les étagères. J'étais complètement étourdie. Mon museau heurta une ampoule. Je dérapais sur un chocolat, tapais mon museau par terre, puis tombais à la renverse près de la cheminée et me brûlais l'arrière-train. Je sautillais en hurlant « Aïe !»
Je me cognais contre le guidon, me fit tomber l'aquarium de mon poisson rouge. Adoré, Hannibal. Je me rattrapais en vol et courus à la salle de bain pour remplir l'aquarium. Je soupirais. Ouf! C'est alors que je me souviens d'une chose. Tout avait commencé avec la sirène d'alarme du professeur Volt. Il avait besoin de moi. Je regardais au dehors et vis un très long camping-car qui brillait comme un miroir. Tiens, mais c'est le laboratoire secret du professeur Volt. Je me changeais à toute vitesse et me précipitais dans la rue pour rejoindre le professeur. Après ce voyage dans le temps, visons l'espace, questionnons Boris pour un relais à la hauteur. Vive la Java martienne. En version instrumentale, musique André Pop. Radio Boris et les livres enchantés de la médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray, c'est fini. Bob, à la réalisation, a eu une patience d'ange de la lecture à voix haute, comme c'est le cas en radio. Vous aviez compris. Moi, je tiens à remercier Dani qui m'a quand même permis d'animer cette émission avec les jeunes. Merci. La prochaine. On était trop contents. Je crois qu'ils se sont bien amusés. Merci Bob, merci Dani. T'écoutes celle-là. L'équipe de la médiathèque s'est saisie de la géniale proposition de Dani et Bob d'organiser des ateliers d'éducation aux médias. Ainsi, Castille, Athénaïs, Maïssa, Hélène, Clotilde, Paul-Émile et Augustin ont-ils été les héros de cette première. Merci à eux pour leur implication et à très vite pour de nouvelles émissions. Je t'ai trouvé presque aussitôt et je suis resté médusé. Tu m'avais pris comme au lasso. Je t'ai suivi sur la pelouse, tes tentacules autour du cou, et avec tes petites ventouses, tu m'as fait des baisers partout. Les musiciens soufflaient sans trêve dans leurs bazooks et leurs strapons, et cette musique de rêve me perforait jusqu'au trognon. J'évoquais des orgies superbes, des bacchanales dans les canaux, et pendant qu'on s'aimait sur l'herbe, je fredonnais ces quelques mots. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça. Oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, martiale Java, que j'ai dansé dans tes bras. C'est la Java martienne, la Java des amoureux.
toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. On s'est aimé comme dans un rêve, mais c'est là j'ai dû repartir. Et nos amours ont été brefs. Chérie, je voudrais revenir. Ton nom me hantera sans cesse pendant les longues nuits d'été. Ton nom doux comme une caresse. Porfiche tout migdabicrouté. Un jour je monterai peut-être chercher le fruit de nos amours. Cet enfant bâti comme un hêtre qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son père amarcir, le chéri l'aimera beaucoup et prendra pour courir lui dire ses 13 jambes à ses 2 coups. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça. Oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, martial Java, que j'y danse dans tes bras. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. Pour retrouver mon rêve, ma martienne aux 3 yeux bleus. Allons-y, Mars ou crève, je remonterai aux cieux. Dès 1944, quand ça va être possible, là, Claude Abadie va réaliser un rêve qui est celui de vraiment monter un orchestre. Alors il va voir les frères Vian et il leur dit « On va faire un orchestre ». Je jouais un jour avec un batteur dans je ne sais quelle occasion et il m'a dit « J'ai un frère qui sort de Centrale et qui joue de la trompette, est-ce que ça t'intéresse ?» Alors je me suis dit, tu parles un trompettiste qui sort de Centrale et ça m'intéresse beaucoup et j'ai donc pris contact par l'intermédiaire de son frère Alain avec Boris Vian. Je suis allé le voir à Ville d'Avray et on s'est bien plu, c'était donc juin 42 à peu près. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille: ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour 2. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout.
Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi. Mais je vous aime bien, Prévent. Ce bien me crève le cœur. Vous avez un cœur? Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer. Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur. Je le remercie. En lui prenant sa femme. Vous n'avez jamais envie de vous venger? Pourquoi? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais. C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux. Un conseil, Prévent. Essayez d'aimer Loulou du chemin.